Bonjour. Que faut-il retenir comme leçon de la libération de Gbagbo? L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son Michel Blegoudé savourent depuis vendredi dernier leurs premiers instants de liberté après avoir passé 8 années dans les geôles de la Cour pénale internationale, la CPI, même si cette libération est assortie de conditionnalités. 2 semaines plus tôt, ils avaient été acquittés par la chambre de jugement. L'accusation n'avait pas été capable d'apporter les preuves matérielles et convaincantes de leur implication dans les violences post-électorales que la Côte d'Ivoire a connues entre 2010 et 2011. L'appel interjeté par le bureau de la procureure avait empêché la libération immédiate des prisonniers d'Abidjan. C'est l'épilogue d'une histoire rocambolesque par rapport au parcours politique de ces 2 hommes qui avaient occupé dans un passé récent les plus hautes chaires de l'État dans leur pays pour finalement atterrir dans une prison loin de la terre natale. Première leçon de cette histoire, nul n'est plus fort que la justice, qu'elle soit bonne ou mauvaise. La vérité finit par triompher et savoir aussi que la prison est une terre d'accueil probable pour tout le monde, grands ou petits, et surtout quand on continue de fouler aux pieds les droits fondamentaux et élémentaires de son peuple. C'est en cela que je reste convaincu que la CPI reste et demeure cette épée de Damoclès sur la tête de tous ceux qui se croient suffisamment forts pour continuer à bafouer les droits humains. La libération de ces 2 hommes marque aussi la fin d'un imbroglio juridico-politique à l'échelle internationale où finalement on s'aperçoit que les non-dits dans cette affaire dépassent les limites d'une simple volonté de dire le droit. Depuis l'arrestation de Gbagbo jusqu'à son procès, en passant par son transfèrement devant la CPI, il semble bien qu'on a suffisamment tiré sur les ficelles. Loin de la haie des tribunaux, dans le couloir de la diplomatie secrète qui gère la géopolitique et la géostratégie mondiale, tout a été fait pour réduire au silence ce patriote qui aime bien son pays pour le livrer aux puissances étrangères assoiffé des biens et richesses de notre continent. Aujourd'hui, il est clair que l'ex-président ivoirien est victime des forces obscures qui sont déterminées à conserver l'Afrique de l'Ouest dans leur giron, ce qu'ils appellent le précaré français. Tous ces investisseurs et financiers véreux qui pullulent sur le continent et à qui nos chefs d'État dévoilent le tapis rouge sont aux ordres de ces forces obscures qui continuent de partager les richesses de l'Afrique comme un gâteau. Les principaux pôles de production des biens et richesses sont bradés, créant une situation de paupérisation qui ne cesse de croître. Sinon, que vient chercher par exemple un Nicolas Sarkozy à l'investiture d'un chef d'État africain, lui qu'on a encore reçu en grande pompe à Abidjan il y a quelques jours pour une histoire de relance du complexe hôtelier par le groupe Accor. Quand on jette un regard sur la carte de la zone franc, on voit que la France a pris en étau une bonne partie du continent noir. Certes, on pense que c'est seulement 14 pays sur les 53 que compte le continent, mais c'est quand même très important par rapport au système financier, économique et monétaire tel qu'il se joue actuellement dans les échanges entre nos pays et les États continents que sont par exemple la Chine, les États-Unis ou encore l'Inde. Il faut que la plupart des échanges, de ces échanges passent par la France et dans certains pôles financiers au monde, sur certains marchés financiers et boursiers, le franc CFA n'est pas considéré comme une monnaie à part entière. Il faut recevoir l'ordre de Paris avant toute transaction, ce qui est donc scandaleux. C'est aujourd'hui plus que jamais que la France a une capacité énorme de déstabilisation de l'Afrique au moment où justement de plus en plus de voix s'élèvent, y compris au sein de l'Union européenne, pour dénoncer la nuisance du franc CFA à l'essor économique de l'Afrique qui doit alors se ressaisir. Laurent Gbagbo fait partie de ces voix qui appellent à l'éveil de conscience du continent et les forces obscures sont encore là pour l'empêcher de jouer encore un rôle imminent dans son pays trop juteux. Déjà, le livre écrit par François Mattei au titre évocateur pour la vérité et la justice en Côte d'Ivoire, révélation sur un scandale français dont on attribue les déclarations à Gbagbo est un brûlot pour ses ennemis français qui mettront tout en œuvre pour qu'ils n'en disent pas plus. Je pense qu'un bon historien, il saura tirer le son de l'histoire de tout cela pour comprendre qu'il n'a plus d'armes, mais on doit le reconnaître son statut d'ancien président avec tous les honneurs dignes de son rang et si on veut vraiment que la réconciliation en Côte d'Ivoire soit une réalité. Déjà, sa libération a suscité le retour au bercail de certains de ses partisans, dont 6 anciens ministres qui avaient trouvé refuge au Ghana et à la faveur d'une loi d'amnistie décidée par l'actuel président. Ce sont des signes positifs pour un retour au calme, pour l'apaisement sociopolitique dans le pays à la veille d'une nouvelle présidentielle afin d'éviter un remake de 2010. Chez nous au Togo aussi, pas de loi d'amnistie, mais de libération par vagues successives de militants de l'opposition arrêtés lors des manifestations de la C14. Cela fait partie des mesures d'apaisement contenues dans la fameuse feuille de route de la CEDEAO.
À présent qu'on s'est décidé à faire seul ce que la C14 avait bruyamment réclamé dans la rue, c'est aussi une stratégie pour affaiblir moralement et politiquement l'adversaire. Il faut aller jusqu'au bout pour libérer les autres détenus afin que l'impasse politique s'arrête.